Alors, j'ai la première question qui s'adresse à Philippe. Vous avez un patient qui a un RAC serré et qui se dit asymptomatique, mais vous avez des critères quand même de sévérité, une FE qui s'approche de 50%, une Vmax supérieure à 5, déjà une progression rapide durant l'année. Est-ce que vous faites quand même l'épreuve d'effort ou est-ce que vous vous contentez de votre stagine et voir est-ce que il est déjà assez évolué, éviter l'épreuve d'effort ou l'écho d'effort? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Je peux peut-être vous surprendre, mais dans les RAC asymptomatiques, enfin qui se disent asymptomatiques, toujours la question serrée, on ne fait pas systématiquement l'épreuve d'effort. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que les recommandations disent. Les recommandations disent de considérer l'épreuve d'effort lorsque le questionnaire est équivoque, lorsque c'est pas clair, si, autrement dit, s'il y a une certaine incertitude par rapport à l'examen médical et au questionnaire du patient. Si on fait un bon examen physique et qu'on questionne bien le patient et qu'on est pas mal sûr, et surtout si en plus l'époux ou l'épouse de la personne est là et qu'elle peut confirmer ce que vous répond le patient, je pense que c'est suffisant et on n'a pas nécessairement besoin de faire l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, on va l'utiliser plus dans les cas où on dit ah, pas sûr que ce patient soit vraiment asymptomatique, je voudrais m'en assurer. Donc ça, c'est le premier point. Et encore plus si dans le cas du patient que vous mentionnez, avec une sténose qui est déjà très sévère, une fraction d'éjection qui est encore dans la plage normale, mais qui s'approche du 50% et qui est en tout cas au-dessous de 60%, un staging plus avancé, j'ai dans ce cas-là aucun problème à recommander un remplacement valvulaire maintenant sans faire l'épreuve d'effort. Surtout qu'une épreuve d'effort, quand vous commencez à avoir un patient qui a une sténose très sévère, souvent le gradient augmente beaucoup, on a peut-être plus éventuellement d'effets secondaires et on va être obligé d'arrêter assez vite. Donc, dans ce cas-là, c'est pas nécessaire. Et il y a souvent la question aussi, parce qu'il y a un peu la question inverse. Qu'est-ce qui arrive si je peux répondre tout de suite, si on me la pose souvent, si on a un patient, ça arrive souvent chez les personnes âgées, qui ont un RAC serré, ils sont asymptomatiques a priori, mais ils ne peuvent pas faire l'épreuve d'effort parce que ils ont un problème de hanche, parce que ci, parce que là, et donc ils ont des limitations musculo-squelettiques ou autres. Et dans ce cas-là, comment fait-on pour confirmer qu'ils sont probablement asymptomatiques? Encore une fois, moi, je m'en remets plus à l'écho et au staging qu'aux symptômes, mais si je veux avoir une idée, ce qu'on va faire, c'est souvent le BNP de notre ami à ce moment-là. Si on a pu avoir, j'aime bien faire un BNP lorsque le patient vient faire son écho. Il n'y a pas de valeur seuil de BNP où on dit, oh là là, il faut y aller. Chaque patient a sa valeur normale selon son âge et son sexe. Ce qui est peut-être plus important, c'est la façon dont le BNP évolue dans le temps. Donc, par exemple, si j'ai une vieille dame qui a un RAC serré, qui se dit asymptomatique d'après son questionnaire, mais on ne peut pas faire l'épreuve d'effort parce qu'elle a un problème arthrosquelettique, eh bien, si j'ai le BNP et que le BNP est stable, je vais être rassuré et je peux continuer à m'assurer qu'elle est asymptomatique. Par contre, si le BNP augmente, là, effectivement, c'est le signe que probablement il faut y aller. Donc, il y a les deux cas de figure finalement. Si le patient ne peut pas faire l'épreuve d'effort et que le questionnaire n'est pas suffisant, le BNP est utile dans ce contexte. Très bien, merci beaucoup. Merci Philippe. J'ai une question là pour Dania. Rachid? Oui. Alors, Dania, la question concerne la scintigraphie, mais dans le cadre de l'amylose associée au rétrécissement aortique. Juste rapidement, qu'en est-il de la sensibilité spécificité par rapport au reste de l'amylose non liée à la sténose? Est-ce que la sténose aortique affecte la sensibilité ou la spécificité de la scintigraphie? Alors, très, très bonne question. En fait, je pense que la personne qui a posé la question, c'est par rapport au fait qu'il y a des calcifications au niveau de la valve aortique et que ça pourrait peut-être affecter en fait le cardiac uptake. En fait, ce qu'on regarde, il n'y a pas vraiment d'études avec sténose aortique et sans sténose pour comparer. Maintenant, tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, quand on a une sténose aortique ou pas, quand il y a un cardiac uptake, une myocardial uptake,
il est là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que la scintigraphie osseuse va faire, elle a une affinité particulière. Ces traceurs-là, le PYP, il a une affinité particulière uniquement pour les fibrilles amyloïdes que eux contiennent des calcifications particulières. Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de maladies. Dans le passé, il y a 30 ans, on utilisait la scintigraphie quand il y avait une espèce d'infarctus avec un scar très, très localisé et on voyait un petit peu uptake localisé vraiment à l'endroit de l'infarctus. Cette méthode a été plus utilisée, cette scintigraphie, pour cette indication-là. Et actuellement, la seule indication, à ma connaissance, c'est la présence de fixation en fait, d'amylose dans le myocarde. Alors pourquoi je vous ai montré la façon planaire et la façon spectrale? Et pourquoi la façon spectrale? Parce qu'à la première heure, en fait, vous avez ce cardiac uptake, ce traceur qui va passer dans le sang. Donc vous avez l'impression que le cœur est rempli et tout est positif. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Si on attend un petit peu, vous allez voir que la condition sine qua non pour que ça soit positif, il faut uniquement que le myocarde soit hyper fixateur. Donc, le fait d'avoir une sténose aortique, ça ne change en rien, puisque eux, ils vont aller chercher là où il y a les amyloses cardiaques. Et justement, s'il y a des fibrilles amyloïdes dans le rack et au niveau de la valve aortique, c'est encore mieux, ça va fixer. Mais ça ne fixera pas uniquement là et le myocarde va être négatif. Donc, le fait d'associer les deux, ça ne change pas à la spécificité, la sensibilité, en tout cas par les littératures qu'on a actuellement. Très bien, merci beaucoup. Alors, Aïcha, c'est bon, tu m'écoutes? Oui, je suis là. Bon. Alors, une question pour toi. En cas de rack serré ou non serré et associé à une fibrillation atriale, est-ce que le rapport des Vmax d'un même cycle pour calculer l'index de perméabilité ou calculer la surface est faisable et valide? Alors, en cas de fibrillation auriculaire, donc c'est l'écueil, donc c'est toujours une difficulté pour la quantification, pas seulement de la sténose aortique, mais de toutes les valvulopathies en général. Ce qui est recommandé effectivement pour faire l'index de perméabilité et pour qu'il soit fiable, c'est d'essayer d'apparier les cycles. C'est de trouver le RR qui correspond le plus en Doppler pulsé, trouver un RR en Doppler pulsé qui se rapproche le plus d'un RR en Doppler continu. Et donc, pour pouvoir faire un appariement des cycles. Et ceci est aussi vrai pour le calcul d'équation de continuité. Donc, il faut faire un appariement des cycles. C'est ce qui paraît le plus logique plutôt que de faire des moyennes. Voilà, donc essayer de trouver un cycle RR moyen, ni trop grand, ni trop petit, pour pouvoir avoir une meilleure approche aussi bien de l'index de perméabilité que de la surface aortique par l'équation de continuité. Mais c'est toujours très difficile en cas de fibrillation auriculaire et il faut vraiment être patient. Merci. Saïd, tu as des questions? Oui, j'ai une question pour Philippe. Est-ce qu'il y a une place de l'IRM dans le staging? Oui, ben, je pense que il y avait aussi, je pense, des questions qui disaient est-ce qu'il y a une place pour les biomarqueurs dans le staging? Parce que, effectivement, comme tout le monde a remarqué, le staging que j'ai présenté est uniquement basé sur des paramètres d'écho. Pourquoi initialement on a proposé juste des paramètres d'écho? C'est parce que ben, l'écho, c'est ce qu'on utilise tous les jours chez nos patients, c'est facilement accessible. C'est comme ça qu'on suit nos patients, on ne fait pas des suivis d'IRM. Mais effectivement, ce staging peut s'enrichir, et on l'a présenté d'ailleurs dans nos éditoriaux récents, d'autres paramètres non écho, par exemple l'IRM, et on pourrait penser bien sûr au T1 mapping et à la mesure de la fibrose myocardique qui pourrait être ajoutée dans le stade 1, bien sûr. Et si on sort de l'IRM, le BNP également pourrait très bien être intégré dans le stade 1. Donc oui, la réponse est oui, absolument. Donc je pense qu'on peut, et comme les stagings sont, enfin les différents stades sont basés sur la présence d'un paramètre, le fait d'en ajouter un, en fait, ne provoque pas d'interaction. Si jamais il est présent, bien on l'ajoute. Et je crois que c'est aussi l'intérêt de ce concept de staging, c'est qu'on s'en rend bien compte dans la sténose aortique, aussi bien pour la gradation de la sévérité que pour le stade, c'est que tous les paramètres qu'on mesure, il n'y en a pas un seul qui est parfait et qui n'a pas des erreurs de mesure. Donc, la pire erreur qu'on pourrait faire, aussi bien pour grader la sévérité de la sténose que pour faire le staging, ce serait de se baser sur un seul paramètre et un seul critère. Par exemple, bon, si on regardait juste le gradient ou juste l'air valvulaire pour la sévérité de la sténose, ou bien si pour le staging, on regarde juste la fraction d'éjection comme c'est actuellement le cas dans les recommandations, je pense que ça, ce n'est pas la bonne approche. Il faut avoir une approche multiparamétrique
et probablement, oui, multimodalité, intégrer l'IRM. Le score calcique aussi, à cet effet, peut rentrer plutôt du côté gradation de la sévérité de la sténose, mais tout à fait. Moi, je crois beaucoup, on a plusieurs outils, il faut s'en servir. Là, maintenant, on ne va pas dire qu'on va faire une IRM chez tous nos patients avec RAC parce que ça va coûter cher à notre système de santé. Mais quand il y en a besoin, et surtout quand on est rendu au point où on doit faire une décision thérapeutique, à savoir, on continue de suivre et on attend, versus on réfère ce patient à vous, Saïd le chirurgien, ou à un cardiologue interventionnel, c'est ta vie, c'est quand même une décision importante. Et là, ça vaut le coup, je pense, de faire un effort additionnel. Un score calcique pour confirmer la sévérité de la sténose, une IRM éventuellement pour aller regarder la fibrose myocardique et d'autres choses. Puisque vous avez parlé du score calcique, oui. Est-ce qu'il est valable chez les patients qui ont une bicuspidie, qui sont relativement jeunes, soixantaine? Alors oui, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce qu'on vient juste de regarder, on est en train de travailler là-dessus dans un registre un peu international. Et en fait, le score calcique, au début, a été essentiellement établi et les seuils qu'il y a dans les recommandations européennes, à savoir 2000 pour les hommes et 1200 pour les femmes, comme il a été montré. Hein, donc, c'est bien important. Il est 21h. On a des seuils spécifiques selon le sexe. Et ces scores calciques ont été établis chez des caucasiens et avec valve tricuspide. Ça ne veut pas dire qu'il soit valable pour toutes les ethnies et pour tous les types de valves. Alors, pour ce qui est de la bicuspidie, ce qu'on vient de voir, a priori, c'est que le score calcique absolu, donc les 2000 et les 1200, ne sont pas nécessairement valables, ils ne sont pas si décalés, mais il y a un petit peu de décalage parce que ce qui se passe, c'est que les bicuspides, et surtout les hommes, ont souvent des grands anneaux. Et donc, des fois, on va avoir des scores calciques qui sont assez élevés, voire même dans la plage sévère, et pourtant la sténose n'est pas sévère parce que c'est réparti sur un anneau très grand. Donc, chez les bicuspidies, notre recommandation va être peut-être d'utiliser plutôt ce qu'on appelle la densité calcique plutôt que le score absolu. Alors, c'est quoi la densité calcique? C'est tout simplement le score divisé par la surface de l'anneau. Hein? Et donc, par exemple, si on utilise la densité calcique, chez les hommes, on devrait utiliser plus de 500 unités par centimètre carré d'anneau. Chez les femmes, c'est plus 300. Hein, donc, c'est les équivalents du 2000 et du 1200 en termes absolus. Et donc, pour les bicuspidies, il va peut-être falloir plutôt utiliser la densité pour pouvoir normaliser pour la taille de l'anneau qui est plus grande, surtout chez les hommes avec bicuspidie. C'est ce qu'on observe. On a aussi comparé l'effet en particulier caucasien versus asiatique. Et là, il ne semble pas y avoir, on pensait que peut-être il faudrait utiliser des seuils différents chez les asiatiques, mais nos premiers résultats suggèrent qu'on peut utiliser les mêmes. C'est plus deux facteurs qui sont vraiment importants. Le sexe, ça c'est clair qu'il faut utiliser des scores plus bas chez la femme que chez l'homme. Et deuxième chose, comme vous venez de référer très, très justement, bicuspide versus tricuspide, où pour les scores absolus, probablement que les seuils devraient être différents, peut-être plus élevés pour les bicuspidies, mais si on utilise la densité, à ce moment-là, on peut utiliser les mêmes seuils et ce serait ce qui serait à recommander parce qu'on peut avoir des bicuspidies avec grand anneau, des bicuspidies pas grand anneau. Donc, je pense que pour les bicuspidies, on n'aura pas le choix d'y aller plutôt avec la densité que le score. Merci. Une question pour Dania. Dania. Présente. C'est une question de Madame Abdelali, rythmologue. Pourquoi arrêter les bêta-bloquants alors que le risque de fibrillation est fréquent et dysfonction diastolique? Alors, c'est une très excellente question. Alors, juste pour planter le décor directement, en fait, il n'y a pas de guidelines qui nous disent oui, il faut arrêter les bêta-bloquants. Par contre, toutes les études, tout converge du fait que ces patients-là, vous avez rappelez-vous, ils ont un volume d'éjection qui est bas, qui est inférieur à 30 millilitres. Ils ont des petits ventricules.
Donc, pour eux, le seul moyen d'augmenter leur volume d'éjection, c'est augmenter leur fréquence cardiaque. Donc, si on diminue leur fréquence cardiaque, ils ne vont pas rester, vont se mettre rapidement en insuffisance cardiaque. Et la fibrillation auriculaire de ces patients, c'est sûr qu'il faut la ralentir quelque part. On n'a pas beaucoup le choix. On a uniquement on l'utilise, c'est pas un ralentisseur. Hein. Mon mari est rythmologue, donc il va peut-être me contredire, mais l'amiodarone peut marcher chez ces patients-là. La bêta-bloquant, ce qu'on a constaté en réalité, c'est que quand on les arrête, le périmètre de marche de 6 minutes s'améliore significativement et le taux de BNP diminue. Donc, ces gens-là, ils ont besoin de leur fréquence cardiaque pour augmenter leur débit cardiaque. Rappelez-vous, le débit cardiaque, c'est quoi? C'est la fréquence multipliée par le volume d'éjection. Donc, si vous diminuez déjà le volume d'éjection est bas, si vous diminuez la fréquence cardiaque, eh bien, vous allez avoir un débit cardiaque qui est très bas. Donc, quand on leur arrête les bêta-bloquants, ils s'améliorent. Maintenant, ça, c'est vraiment très valable pour les amyloses AL. Quand on regarde les amyloses TTR qui sont plus âgées, on a l'impression que c'est quand même un peu plus toléré. Donc, s'ils les avaient avant, admettons comme de carvedilol ou de bisoprolol, et qui sont des petites doses, et que vraiment vous en avez besoin, et que vous voyez que le patient, ça ne change pas, vous pouvez le garder. Mais pour les amyloses AL, en tout cas, il faut vraiment, vraiment les arrêter. J'en profite pour ajouter une petite question, enfin une suggestion, parce que vous avez dit qu'il y a pas mal de problèmes, aussi bien avec le TAVI que la chirurgie quand il y a une amylose associée. Apparemment, il y a des cas de rupture cardiaque post-TAVI. Quand l'amylose était méconnue, il y a une fragilité tissulaire, surtout le TAVI apical. Quand on a travaillé sur les spécimens post-mortem, on a trouvé pas mal d'amylose chez les cas compliqués de rupture. Alors, Philippe peut rajouter, moi, c'est vrai que j'ai vu ce genre de complications. On ne l'a pas eu ici à Riyad. Probablement, il y a eu des case reports, probablement, quand c'était méconnu et quand le dépôt d'amylose était très, très important. Les 2 dernières études, ils ont l'impression que ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui va? Je pense que c'est des biais de sélection de population qui ont été impliqués. Est-ce que ce n'est pas un patient qui était très, très grave, qui était très avancé, avec une fraction d'éjection très altérée, avec un ventricule? Je ne sais pas si les gens ont déjà touché des cœurs d'amylose à l'histologie, c'est comme la pierre, quoi. C'est des cœurs très, très, très stiff, très, très stiff et carrément une pierre. Donc, probablement que les patients qui ont des complications ont un stade très avancé. Peut-être Philippe peut rajouter un mot? Non, c'est ça. Je pense que c'est probablement des amyloïdoses plus avancées. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est des complications assez graves, évidemment, qui peuvent se produire, qui ont été rapportées. Nous, on n'en a pas eu, comme toi, Damien, on n'en a pas observé dans notre centre en particulier. Mais je sais que Julien Ternac, qui était le premier auteur et qui vient d'un centre, comme tu sais, qui en fait beaucoup, comme Henri Mondor, eux, ils en ont eu, effectivement, mais c'est très, très rare. Rachid, je te passe la parole. Oui, merci. Pour Aïcha, on te demande ton avis concernant une discordance entre gradient et surface avec calcul et recalcul. Est-ce que tu ferais un scanner, une ETO, une autre approche? Alors, une discordance entre gradient. J'imagine qu'un gradient bas est plutôt une surface élevée, parce que si le gradient est élevé, le problème est réglé. Oui, donc la première des choses, d'abord, il faut demander un deuxième examinateur, peut-être, pour faire une petite corrélation entre voir s'il n'y a pas une variabilité inter-observateur. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, toi et moi. Hein. Donc, généralement, on se reprend les examens les uns les autres. Ensuite, si vraiment la discordance est là, il ne faut pas hésiter à faire d'autres examens complémentaires, score calcique, planimétrie par le scanner, voire même une ETO 3D. Il faut essayer de s'entourer de toutes les précautions pour essayer de se mettre dans un cadre nosologique particulier, donc les différents types de rétrécissement aortique qui sont décrits. Et je pense que M. Pivaro, on va profiter de sa présence pour nous dire juste un petit mot sur les différents bas débits, le bas débit bas gradient, le bas débit paradoxal. Je pense que c'est l'occasion pour nous de définir un petit peu les 4 stades nosologiques de la sténose aortique. Effectivement. Alors, dans la sténose aortique, souvent la sténose aortique est la plus, peut-être pas la plus commune, mais on a plus l'habitude de voir, c'est une sténose aortique avec un gradient élevé, donc un gradient moyen au-dessus de 40,
et une aire valvulaire, selon l'équation de continuité, en dessous de 1 cm². Puis lorsqu'on l'indexe par rapport à la surface corporelle, elle était également en dessous de 0,6. Puis si on regarde l'indice de vélocité, il est moins de 25%. Donc ça, c'est la sténose, disons, à haut gradient. Après, il y a tout ce qu'on appelle la sténose à bas gradient, qui elle est plus compliquée. Et c'est, je pense, la question référée à cette situation. On parle aussi de gradation discordante ou discordance entre l'aire valvulaire et le gradient. Pourquoi discordance? Parce qu'on a le gradient moyen qui est en dessous de 40, donc qui nous dirait, qui nous suggérerait que le RAC n'est pas sévère, mais l'aire valvulaire est en dessous de 1 cm², aussi bien en termes absolus que lorsqu'on l'indexe par rapport à la surface corporelle, elle est aussi en dessous de 0,6. Donc, on a vraiment deux paramètres ou deux familles de paramètres, la vélocité et le gradient qui nous disent que la sténose n'est pas sévère, qui sont bas, mais l'aire valvulaire et l'aire valvulaire indexée qui nous disent que le RAC est sévère. Bon, la première chose qu'on fait dans ce cas-là, avant de commencer à dire est-ce que c'est une sténose aortique à bas débit, bas gradient, paradoxale, classique, etc. Première chose, c'est de vérifier et d'essayer d'exclure les erreurs de mesure. C'est vraiment, nous, c'est ce qu'on fait dans le lab quand on a une discordance. Avant de s'embarquer, on essaie de voir est-ce qu'on a pu faire une erreur, est-ce qu'on a pu sous-estimer le volume d'éjection et donc l'aire valvulaire et un peu créer, si vous voulez, une sténose aortique à bas débit, bas gradient qui est en fait tout simplement une sténose modérée. Le pire écueil, évidemment, et Aïcha, tu en as parlé, c'est la mesure du diamètre de la boîte de chasse. Ça, on sait que c'est vraiment la partie la plus difficile dans l'évaluation d'un RAC parce qu'on a souvent un anneau qui est calcifié. Nous, on va typiquement mesurer, tu me demandais de faire le point là-dessus, le diamètre de la boîte de chasse, on le mesure très proche de l'anneau, à la base des feuillets ou 1 ou 2 mm en dessous. On ne mesure pas 5 à 10 mm en dessous, comme on voit parfois ou qu'on a vu parfois dans des recommandations. Je sais quelle est la rationnelle derrière ça. Je comprends. C'est-à-dire qu'on dit on voudrait mesurer le diamètre là où on fait l'échantillonnage avec notre Doppler pulsé. Le problème, c'est que comme vous l'avez vu, et Tania en a même montré des très bons exemples, et toi aussi, Aïcha, c'est que plus on va mesurer bas dans la boîte de chasse, et plus on tombe sur le bourrelet septal et on va sous-estimer le diamètre. Et donc, après, c'est la cascade. On sous-estime le diamètre, on sous-estime le volume d'éjection, donc on conclut qu'il y a un bas débit alors qu'il n'y en a pas vraiment. Et on sous-estime l'aire valvulaire et donc on conclut qu'il y a une discordance avec le gradient alors qu'il n'y en a pas vraiment. Donc, nous, on a remarqué, puis il y a eu plusieurs études qui ont fait en comparant avec l'IRM, KT, etc. Si on mesure le diamètre, d'abord, il faut bien choisir notre fenêtre parasternale long axe. Il faut vraiment trouver celle qui ouvre le plus la boîte de chasse parce qu'on des fois, on a tendance à tronquer un peu. Donc, il faut vraiment aller chercher l'ouverture maximale de la boîte de chasse, bien zoomer. Et ensuite, on se met à la base des feuillets ou juste en dessous, on reste au niveau du septum membraneux. Et là, on a quelque chose qui est plus précis. L'autre chose qu'on fait, donc il faut vraiment porter une attention à ça, systématiquement, je vais regarder l'indice de vélocité. Parce que si j'ai une aire valvulaire, mettons à 0,8, 0,7 cm², mais que j'ai un indice de vélocité à 35%, tout de suite, pour moi, c'est un red flag, comme dirait Dania, que j'ai fort probablement sous-estimé le diamètre de la boîte de chasse et ça m'invite à revisiter. Donc, c'est un peu un espèce de garde-fou, si vous voulez. Donc, c'est ça. Il y a un petit peu d'écho, là. Je ne sais pas comment quelqu'un devrait être à mute. C'est peut-être Dania qui devrait être à mute. Donc, c'est ça. Fait que, donc, en fait, donc, ça, c'est la première étape, c'est vraiment de faire l'algorithme pour exclure les erreurs de mesure. Donc, bien mesurer la boîte de chasse, regarder l'indice de vélocité. Ensuite, si on est sûr de nos mesurer, on a alors là 3 catégories de sténose aortique avec bas gradient et donc cette discordance qui est embarrassante parce que on ne sait pas si le RAC est sévère ou pas et si le patient est symptomatique, on ne sait pas s'il faut l'envoyer en remplacement valvulaire aortique ou pas. Donc, c'est fondamental, c'est crucial pour le management du patient. Alors, il y a le RAC avec bas gradient et bas débit et basse fraction d'éjection. Ça, c'est le RAC le bas gradient qu'on a toujours connu depuis longtemps. On l'appelle le RAC à bas débit, bas gradient classique. Typiquement, dans ce type de RAC avec bas gradient, on fait souvent une dobutamine, une écho-dobutamine.
basse dose, hein, on parle de 20 microgrammes max, pas le 40 microgrammes qu'on veut faire pour une recherche de maladie ischémique, pour différencier entre une vraie sténose, où là, on va voir le gradient qui augmente avec la dobutamine, l'air valvulaire qui reste en dessous, dans la plage serrée, versus le cas que je vous ai montré pendant ma présentation, qui était plutôt une sténose pseudo-sévère. Ça, c'est la première catégorie. Et il y a des indications 2A et même 1 de remplacement valvulaire aortique pour ce type de RAC à bas débit, bas gradient classique, donc avec fraction d'éjection abaissée, si on peut confirmer qu'on a une sténose vraiment sévère par la dobutamine. Après, il y a le RAC à bas débit, bas gradient paradoxal. Alors ça, c'est quoi? C'est que là, la fraction d'éjection est préservée, donc au-dessus de 50%, mais nonobstant, si on regarde le volume d'éjection indexé, il est trop bas. Il est en dessous de 35 ml par mètre carré, ce qui indique un bas débit. Donc, c'est un bas débit malgré une fraction d'éjection préservée. C'est pour ça qu'on l'appelle paradoxal. C'est souvent des femmes avec souvent des petits ventricules, remodelage concentrique prononcé. Il y en a d'ailleurs souvent un petit peu plus avec aussi amyloïdose. Et il y a un bas débit malgré une fraction d'éjection préservée. Et donc, on se retrouve avec un bas gradient éventuellement malgré un RAC serré. Là, la dobutamine pour ces patients-là, ce n'est pas idéal parce qu'on a déjà une fraction d'éjection préservée, on a une petite cavité. Si on fait du dobu là-dessus, pas toujours bon. Donc, on va faire plutôt, on va changer de modalité et on va plutôt aller avec du score calcique. Nous, c'est ce qu'on fait systématiquement, ces patients-là, on fait un score calcique pour confirmer la sévérité de la sténose avec les seuils spécifiques hommes-femmes. Et puis, il y a la troisième catégorie. Alors là, dans les guidelines, ils ont un petit peu les recos, ils ont un peu botté en touche, comme on dit en rugby. Ils n'ont pas vraiment adressé cette entité-là. Pourtant, je suis sûr que vous la voyez. Ça, c'est le patient qui a fraction d'éjection préservée et le débit est normal. Bon, là, le volume d'éjection indexé est au-dessus de 35, mais vous avez quand même cette discordance air valvulaire gradient qui est embêtante parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Alors là, les causes, souvent, c'est des patients qui sont un petit peu en bradycardie, souvent sous bêta-bloqueur. Enfin, il y a plusieurs causes potentielles, souvent aussi avec hypertension concomitante. C'est ça l'explication de ce qu'on appelle ce bas gradient à débit normal. Et en fait, là, je ne me casse pas la tête, moi. Je fais la même approche que le bas débit, bas gradient paradoxal. La dobutamine, encore une fois, ce n'est pas l'idéal parce que des patients qui ont déjà un débit normal puis ils ont déjà une fraction d'éjection normale. Mais par contre, le score calcique, c'est indépendant du débit, ça n'a pas besoin d'agent stresseur. Et donc, typiquement, chez ces patients-là, on va faire un score calcique. Donc, pour résumer, quand vous avez cette bas débit, bas gradient ou disons cette discordance, bon, première chose, excluez les erreurs de mesure le plus possible, si vous pouvez. Une fois que vous êtes confiant de vos mesures, si c'est un bas débit, bas gradient classique avec basse fraction d'éjection, vous pouvez faire un écho d'obus. Et si c'est un bas gradient avec fraction d'éjection préservée, faites un score calcique. Voilà. Et il y a quelques cas où, vous l'avez probablement vu, la dobu, malheureusement, dans le bas débit, bas gradient classique n'est pas concluante. Et là, à ce moment-là, souvent, on va faire un score calcique pour faire la conclusion finale. J'aimerais juste, si c'est possible, parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas dit à l'audience pour nos patients. En fait, le premier patient, c'était un paradoxical low flow, low gradient avec une fraction d'éjection préservée. Ouais. Et je vous avais montré qu'il n'y avait pas de red flag pour l'amylose cardiaque. Il a eu le TAVI, il va très bien. Le deuxième patient, je pense que vous avez deviné, il avait une sténose aortique, une amylose cardiaque avec tous les patterns, la scintigraphie. Il a eu aussi le TAVI et j'ai regardé avant-hier, il allait très très bien sur le dossier, il allait très bien, il a eu une écho même, les gradients post-TAVI sont parfaits. Le troisième patient, c'était une amylose cardiaque aussi, une sténose aortique à bas gradient et bas débit. Lui, par contre, il était âgé et la famille n'avait pas voulu à l'époque le TAVI à Limoges, c'était en 2016. Donc, juste parce que je viens de m'en rappeler que je n'aurais pas dit la réponse à tout le monde. Voilà. Pour Philippe, puisque vous êtes lancé sur l'explication des bas débits, ce fameux RAC paradoxal comparativement au RAC classique, son histoire naturelle, est-ce qu'on peut imaginer c'est un RAC qu'un jour va avoir un gradient élevé ou bien il était avant avec un gradient élevé, il a baissé comme l'autre, ou bien c'est une simple rencontre de deux pathologies, une valvulopathie, une hypertrophie d'origine hypertension, etc. C'est une très bonne question, ça. Il y a des gens qui se sont penchés un peu là-dessus, avec des fois des conclusions différentes. Je pense que c'est un groupe hétérogène et il n'y a pas une seule façon d'arriver au bas débit, bas gradient paradoxal.
Nous, on a suivi dans certaines études de cohorte longitudinale des patients et puis actuellement, on a ces patients qui sont dans Early TAVR également, dont on est le Core Lab d'écho. Et donc, on suit notamment ceux qui sont randomisés à la surveillance clinique. Et je dirais que la plupart des cas que je vois, que j'ai pu voir, j'ai eu la chance de voir de façon longitudinale, c'est souvent des patients qui, au début, sont partis d'une sténose légère ou modérée. Ils ont augmenté leur gradient, effectivement, puis l'air valvulaire diminué, mais ils n'ont pas augmenté leur gradient assez pour atteindre le 40. Ils arrivent vers 30, 35, des fois. Puis là, ils se mettent à, non seulement ils n'augmentent plus, mais souvent ils vont baisser. Parce que ce qui se passe, c'est qu'évidemment, avec la progression de la maladie et du staging de dommages cardiaques, le débit va commencer à baisser. Et donc là, le patient, il ne peut plus augmenter le gradient. Et si on attend que le patient il ait atteint 40, ben, il va mourir bien avant. Il ne pourra pas atteindre 40 parce qu'il n'a pas le débit pour l'atteindre. Et par contre, l'aire valvulaire, elle, chez ces patients-là, elle baisse inexorablement. Et le score calcique, lui, il augmente. Donc souvent, c'est pour ça que c'est finalement un des meilleurs marqueurs. Mais j'ai vu aussi des patients qu'on a peut-être un petit peu échappé au niveau des symptômes des dommages cardiaques qui avaient un gradient élevé et qui après, à cause non pas de la dysfonction systolique, enfin, de la fraction d'éjection, mais plus à cause peut-être de l'abaissement du raccourcissement longitudinal, progression de la dysfonction diastolique et autres, se sont mis, ils étaient passés un peu au-dessus de 40 puis ils se sont mis à baisser. Donc, souvent, c'est un peu biphasique, c'est-à-dire qu'ils augmentent et ils passent ou ils ne passent pas le 40, peu importe, et ensuite ils redescendent. Et puis, il y en a d'autres, par contre, qui augmentent, puis ils plafonnent là, puis ils restent là. Donc, il y a un petit peu toutes les facettes. Donc, ça dépend à quel moment on prend le patient. Donc, des fois, ce n'est pas rare sur des bas débits par gradient paradoxal de voir augmenter le gradient quand même après. Mais dans la plupart des cas, moi, ce que j'ai vu, c'est effectivement des cas où s'ils sont déjà bien avancés, ils vont soit le gradient va rester stable, soit il va baisser. Et ça, ce n'est pas nécessairement un bon signe, hein, parce que la sténose, elle ne s'en va pas comme ça par enchantement. Alors, j'ai beaucoup de questions concernant l'écho d'effort. On va faire un petit tour de table. Chacun nous dit ce qu'il en pense vu les modifications des recommandations. Bien sûr, l'écho d'effort dans le RAC asymptomatique. Oui, ben, je peux commencer parce que il y a eu une étude de Patricio Lancelotti qui a un peu validé l'écho d'effort dans le RAC asymptomatique où ils avaient constaté que quand il y avait une augmentation de plus de 18 mm de mercure du gradient, donc un delta de 18, ces patients-là, ils évoluaient plus rapidement vers des symptômes et que peut-être on devrait les orienter vers une chirurgie qu'on va appeler élective ou prophylactique, un early AVR. Mais nous, par la suite, dans une étude multicentrique avec des collègues français, on a validé ça, puis on est arrivé avec un delta plus de 20 mm de mercure qui est peut-être plus pratique cliniquement. Donc, autrement dit, un patient a un RAC asymptomatique qu'on met sur souvent c'est mieux un ergocique pour pouvoir faire des coups d'effort, qui a une augmentation assez spectaculaire du gradient de plus de 20 mm de mercure. En général, c'est des patients qui ne vont pas évoluer très longtemps sans symptômes. L'augmentation assez importante du gradient, ben, elle est la conséquence de deux choses. C'est d'abord qu'on a pour moi un RAC qui est plus serré au départ, et puis aussi la valve est peu compliante, et donc on a une augmentation assez dynamique avec l'augmentation du débit. Les autres paramètres qui sont assez pronostiques qu'on peut aller chercher dans l'écho d'effort, c'est si la fraction d'éjection n'augmente pas ou baisse. Ça, c'est pas, en général, c'est un facteur de mauvais pronostic. Et aussi le développement d'hypertension pulmonaire à l'effort. Ça marche dans toutes les maladies valvulaires. Hein. Sténose mitrale, insuffisance mitrale, RAC. En général, le développement d'hypertension pulmonaire induite à l'effort, c'est un facteur pronostic important. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'informations à aller chercher ça avec l'écho d'effort, en plus des symptômes. Bon, pour des raisons que je ne partage pas, en fait, ça a été inclus dans les guidelines, dans les recours et puis dans les recours européennes. Et ensuite, ça a été retiré, comme vous savez, dans les dernières éditions. J'espère que ça va revenir parce que c'était basé sur une étude négative, alors qu'on avait quand même 2 études positives multicentriques avant.
Si on devait retirer une recommandation à chaque fois qu'il y a une étude indicative unicentrique suite à des études multicentriques, on en retirait beaucoup. Moi, je pense qu'il y a quand même encore une utilité, peut-être pas pour tous les patients, mais encore une fois, les patients dans lesquels on a un doute sur la symptomatologie, sur la sévérité de l'hémodynamique ou sur le dommage cardiaque associé, et qu'on doit prendre une décision, qui est quand même une décision importante, qui dit soit suivre traitement conservateur, soit traitement chirurgical ou interventionnel, je pense qu'il y a lieu de faire, oui, une écho d'effort, absolument. Moi, je suis plutôt en faveur. Mais peut-être que vous allez me dire que je suis biaisé, mais c'est ma position. Daniel? Alors, oui, alors moi je vais être tout à fait d'accord avec Philippe Ibarro, pas parce qu'il est mon maître, hein, attention, hein, parce que moi-même je suis convaincue de la chose. Et en fait, d'ailleurs, quand je suis arrivée à Riyad, la première chose que j'ai faite, j'ai demandé, il y avait une espèce de machine d'effort là, sur lesquelles les gens s'allongeaient, elle était cachée dans un coin et personne ne voulait s'en servir. Alors, c'était plus à l'américaine, ils utilisaient plus le treadmill, le tapis roulant. Alors, il fallait prendre le patient, le jeter, par le temps qu'il arrive, la pression pulmonaire, son revenu normal. Je leur ai dit, attention, écoutez, nous, Européens, on fait ça, on met sur un supine ce qu'on appelle la supine bicycle. Et puis moi, je pense que ça amène énormément d'informations, surtout chez les patients sédentaires. Nos patients ici à Riyad, ils ne bougent pas, il fait 50 degrés tout le temps, en ce moment, il fait 52. Alors, si vous voulez, pour savoir s'ils sont symptomatiques ou pas symptomatiques, on n'est pas sorti d'auberge, hein, parce que tout le monde, alhamdoulilah, il y a la classification, on va parler jeudi, avec la qualité de vie, et la classification de alhamdoulilah, tout le monde va bien, tant qu'on ne les a pas mis à l'effort. Alors, une fois qu'on les a mis, et ben là, vous voyez les choses. Donc, même des fois, je le fais franchement, je le demande même quand les pressions pulmonaires ne sont pas très, très basses, c'est-à-dire 30, 40, et ben, je m'aventure. Alors, il faut savoir une chose, pour tous ceux qui ont peur de l'écho d'effort, c'est qu'on est en 2020, et même quand on a commencé il y a 10 ans, c'est un espace très sécuritaire. Donc, pour ceux qui ont peur de la mort subite, franchement, il n'y a pas d'accident avec l'écho d'effort. Pourquoi? Parce qu'on est là, et parce que dès qu'on voit qu'il y a des troubles de rythme qui arrivent, ou une TV, ou n'importe quel extrasystole ventriculaire, et ben, on va arrêter. C'est très physiologique. L'effort, il n'y a pas plus physiologique que ça. Tout le monde a envie de voir Philippe en train de courir plutôt que d'être statique comme ça. Tout le monde a envie de voir une traction-injection plutôt que de voir un ventricule, juste des volumes ventriculaires. Donc, la perception dynamique de la chose est toujours un plus, et ça a une valeur additive par rapport à la chose statique. Voir un patient qui vous dit, voilà, je me sens bien, j'ai une sténose aortique serrée au repos, et ben on a envie de voir un peu ce qui se passe dès qu'il bouge un petit peu, au moins quand il monte à 120 par minute. On ne demande pas d'aller jusqu'à l'ischémie ou jusqu'à arriver à 220 moins 85% de la FMT. On arrive à 110, 120, on voit le strain, on voit la PAP, on arrive à 60, 80 watts, et là, on a vraiment beaucoup d'informations et de façon tranquille parce que le patient est couché, et on arrive à le faire pédaler. Alors, les Saoudiens étaient très étonnés, ils ne savaient même pas pédaler. Et ben, en l'espace de 3 minutes, avec un peu de musique, et ben, ils étaient capables de pédaler et de faire quasiment 80 watts. Et ça passe très, très, très bien. Donc, oui, pour l'épreuve d'effort et l'écho d'effort pour les sténoses aortiques. Aïcha, on a déjà 2 avis favorables. Qu'en penses-tu? Je ne peux être que favorable. De toute façon, on a toujours défendu la technique et l'écho d'effort sous ces différentes indications. Et je pense qu'on a fait un certain nombre de patients de rétrécissement aortique asymptomatique. Bien que ce soit retiré des guidelines, on a continué à y faire. Pour démasquer la symptomatologie, 2, pour voir un petit peu, comme a dit Damia, comment se comporte le ventricule et les gradients à l'effort, et aussi la pression artérielle pulmonaire à l'effort, voir comment est cette cinétique de pression artérielle pulmonaire. Et je pense que tu partages mon avis parce qu'on a pas mal de patients qu'on a fait ensemble avec l'équipe avec laquelle on travaille. Et je pense qu'on a toujours défendu l'écho d'effort et on continuera à la défendre parce qu'on voit en fait comment évolue le ventricule, comme a dit Dania. On voit les pressions, on voit les gradients et on voit le ventricule en fait. C'est un plus par rapport à une épreuve d'effort traditionnelle où on ne se contente que de l'ECG et de l'hémodynamique. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose, Rachid, juste un petit mot, que les guidelines, il faut qu'on arrête un petit peu. Les guidelines sont là pour nous guider, pas pour nous diriger. Donc, c'est différent, c'est pas comme la politique. On est là, on les utilise pour nous guider, mais pas pour nous diriger. On a notre esprit de médecin, on a notre esprit clinique, donc on fait quand même le bien fondé du patient. Il ne faut pas le faire le 3, le harmful, on ne va pas nuire au patient, on va pas le truc, mais on peut quand même se passer des guidelines de temps en temps. Et point capital que tu as souligné, c'est que lors de l'écho d'effort, on peut arrêter à n'importe quel moment. Si on voit que le gradient s'élève rapidement, comme a dit Philippe, là, il faut arrêter.
alors que sur un tapis, on ne se rend pas compte et on risque d'avoir des problèmes. Et c'est un très bon point, ça, je pense, Rachid, c'est qu'on a beaucoup plus de contrôle sur comment la situation évolue et quand est-ce qu'on doit arrêter et de façon à ne pas avoir éventuellement des effets secondaires. Et je pense que Dania a dit le maître mot, là, c'est plus physiologique. Parce que quand on fait une écho simplement au repos, hein, ben c'est sûr que ça reflète la situation et l'activité cardiaque lorsque le patient se repose ou il dort. Mais ça ne reflète pas nécessairement la situation lorsqu'il fait ses activités habituelles de sa vie courante. Et c'est sûr que, comme Daniel a souligné, on n'a pas nécessairement besoin d'une épreuve maximale à tout casser. Ce qu'on veut, c'est solliciter un peu le cœur pour simuler ce que le patient fait dans ses habitudes de vie, dans ses activités usuelles, pour voir si on ne révélerait pas des choses qu'on ne verrait pas d'après le déco de repos. Puis pour revenir aux recommandations, comme le disait Maurice Enriquez Sarano, qui est un des maîtres de Dania, hein, Dania a passé pas mal de temps, les recos, les guidelines, c'est comme les saucisses. Si vous saviez comment ils les fabriquent, vous en mangeriez jamais. Non, j'exagère un petit peu et c'est sûr que c'était exagéré, mais c'est juste pour dire que les recommandations, ce n'est pas des règles absolues, qu'elles sont faites souvent sur un niveau d'évidence qui est plus limité et donc surtout dans le domaine des maladies valvulaires où on n'a pas nécessairement des essais cliniques de 1000 patients pour chaque affaire qu'on a mis dedans. Donc, il faut les considérer, il faut les suivre le plus possible, mais vous avez une liberté comme médecin et médecin prescripteur de si vous pensez qu'une écho d'effort est opportune pour un patient, il ne faut pas hésiter à la faire. Alors, Dania, une question. En fait, j'ai fait fusionner plusieurs questions. Quand la scintigraphie n'est pas disponible, est-ce que tu ferais une autre approche diagnostique de l'amylose? Alors, j'aimerais juste préciser. Alors, je vais être l'avocat du diable et dire que la scintigraphie n'est pas disponible. En réalité, elle est disponible. Elle est toujours disponible dans tous les pays du monde parce qu'en fait, c'est la même machine en fait qui est utilisée pour ce qu'on appelle le NIBIJ, c'est-à-dire la scintigraphie myocardique nucléaire pour détecter une ischémie. Donc, c'est le même appareil. Le traceur, selon les pays, vous l'avez, le technicien, vous l'avez, et vous avez ce qu'on rajoute le pilote. Maintenant, admettons, on va être l'avocat du diable, on n'a pas la scintigraphie osseuse, même si son rôle est crucial, et il faudrait trouver un centre pour envoyer les malades. Eh bien, il y a un papier récent de Fontana qui a basé tout à fait le diagnostic. Ils ont fait une superbe corrélation entre l'histologie et l'IRM cardiaque, mais à condition, mais là, je pense que c'est encore plus dur d'avoir le TM mapping, qui est en fait un logiciel qui coûte très, très cher, et il y a une courbe d'apprentissage, il y a un paramétrage, un calibrage de la machine. Donc, lui, il y a une autre méthode, c'est l'IRM cardiaque qui permet, je parle de non-invasif, qui permet de classer les gens de façon très précise, avec dans leur papier de Fontana, c'était plus de 85% de R sur la courbe pour prédire la présence d'amylose cardiaque chez ces gens-là quand le T1 mapping était supérieur à 1165. Maintenant, je pense que la scintigraphie est beaucoup plus disponible que l'IRM cardiaque avec le T1 mapping qui ne demande pas d'injection de gadolinium. La troisième possibilité, et ça s'est fait dans les centres très orthodoxes, on va dire, comme à la Mayo Clinic, où ils ont besoin d'une biopsie. Donc, si vous n'avez pas la scintigraphie et vous suspectez vraiment une amylose à transthyrétine, l'amylose à elle, n'en parlons pas, il faut faire la biopsie périphérique, mais pour l'amylose avec une nécessité de biopsie, si vous n'avez rien d'autre et vous êtes sûr à 80% qu'il y a une amylose cardiaque, elle va aller pour la biopsie myocardique, mais là, il faut demander un bon chirurgien comme Saïd, sinon vous risquez des complications. Donc, vous pouvez faire la biopsie myocardique au niveau du ventricule droit. Normalement, c'est le gold standard. Nous, on a essayé de trouver la scintille, les gens, enfin tout le monde entier cherche des façons non invasives, mais s'il le faut, il faut aller à la biopsie myocardique. En Espagne, je suis allée voir le Pablo de Garcia. Il continue à faire plus de 30% de biopsie myocardique, même s'ils ont la scintigraphie disponible tous les jours. Donc après, c'est une pratique. Moi, je ne vous conseille pas de faire des biopsies myocardiques. L'autre possibilité, c'est qu'on peut faire une biopsie du canal carpien. Ça, il ne faut pas l'oublier dans les TTR, je parle. La biopsie, parce qu'on sait que 10 ans avant l'installation de l'amylose cardiaque à transthyrétine, vous avez des dépôts d'amylose dans le canal carpien. Donc ça, c'était aussi évoqué. Je n'ai pas vu beaucoup de papiers, mais c'est vrai que ça se développe avant l'amylose cardiaque. Dania, il y a une question posée par M. Nejmuddin Chaidi. La survenue d'un BAV dans un RAC serré asymptomatique devrait-elle précipiter le remplacement valvulaire?
Alors, pour éviter les conflits d'intérêts, je demande à Philippe de répondre tout de suite, parce que je ne savais même pas. Alors, si Philippe ne veut pas répondre, je demande à Aïda pour éviter les conflits d'intérêts, là, maintenant, tout à l'heure. Ok. C'est une bonne question, ça. Moi, ça m'inquiète toujours, effectivement, quand on a… bon, si c'est un BAV préexistant, ça va. Mais si c'est un BAV de novo qui apparaît chez un patient qui a un RAC serré asymptomatique, ça peut être un marqueur justement de progression de fibrose myocardique et donc un marqueur très indirect, mais un marqueur quand même assez robuste. Et on sait que BAV est associé avec quand même un moins beau pronostic lorsqu'il est associé à une cardiopathie concomitante. Donc, si on a apparition comme ça d'un BAV dans un patient avec RAC euh, serré, asymptomatique, c'est clair que ça m'inquiète et je recommanderais définitivement une écho immédiatement et probablement une IRM avec un T1 mapping et un gadolinium enhanced pour explorer un petit peu plus la fibrose. Et ce serait probablement un critère que, oui, serait probablement à considérer si c'est associé avec d'autres éléments de dommage cardiaque à peut-être intervenir plus tôt. C'est peut-être un marqueur de présence d'amylose cardiaque aussi, d'où l'intérêt de faire Aussi, l'IRM aussi pour voir. Parce tout à que fait. souvent, c'est des gens qui se présentent avec des troubles de conduction. Effectivement, parce que le staging, ben, en fait, on parlait du staging, on n'a pas parlé de sa spécificité. Je pense que c'est une des différences par rapport à l'oncologie. En oncologie, lorsqu'on fait le bilan d'extension, on est sûr qu'il est lié à la tumeur primaire. Évidemment, là, la question qu'on me pose souvent à propos du staging et du dommage cardiaque, comment savoir si il est vraiment directement causé, relié par le RAC? C'est très difficile. Mais toujours est-il que quand on a un RAC serré plus un dommage cardiaque associé, même si le dommage cardiaque associé n'est pas dû directement au RAC, on a intérêt à intervenir plus tôt que trop tard parce que de toute façon, le patient, à cause de son dommage cardiaque, même s'il n'est pas relié à la sténose, il va moins bien tolérer un RAC serré. Et même, je dirais, au début, on n'était pas sûr avec l'amylose si peut-être c'était un marqueur de futilité du traitement. Finalement, il y a certaines études récentes qui montrent que quand même, les patients avec amylose, ils bénéficient et qui ont un RAC serré, évidemment, ils bénéficient quand même du traitement. Parce que je dirais qu'à ce moment-là, c'est, comme disent les Anglais, c'est un perfect storm. Hein. Si on a un RAC serré plus une amylose, on est vraiment dans une situation très difficile et le pronostic va être très sombre si on ne fait rien pour le RAC, c'est sûr. Donc, il faut déjà traiter le RAC. Ça ne veut pas dire qu'en plus, il ne faut pas traiter l'amylose. Ça, c'est un autre débat. Mais j'aurais tendance à adresser le RAC d'abord et puis… Alors, est-ce que je ne sais pas si les panélistes, Dr Saïd, Rachid, Aïcha, il y a Dr Echaïdi qui voudrait rajouter un mot. Il n'ose pas. Alors, je demande à sa place. Est-ce qu'il a le droit d'intervenir? Il est dans la salle à côté. Marhaba. Marhaba. Parce qu'il me dit non, moi je ne suis pas orateur. Je lui dis, bah, tu peux voir Philippe quand même. Ça fait 10 ans que tu ne l'as pas vu. Je ne sais pas combien d'années. Ça me ferait plaisir. Rien que pour ça, vous n'avez même pas Ah, Quel plaisir. Va bien. Bonjour à tous. Hein. Je n'ai pas demandé. Hein. Elle me fait intervenir sur le cas du pacemaker, mais c'est l'occasion pour moi de vous saluer tous. Un grand bonjour à Philippe. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, Philippe. Ça me fait vraiment énormément plaisir de te voir. Et puis bon, les amis du Maroc, ça fait aussi quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Au fait, sur le RAC, merci Philippe pour ta réponse. Au fait, moi, ça m'inquiète comme toi, hein, enfin, sur un RAC serré asymptomatique, sur un plan purement hémodynamique. Comme tu l'as signalé, même s'ils sont asymptomatiques, il faut vraiment s'assurer qu'ils sont asymptomatiques, mais ils ont une fraction d'éjection, comme tu l'as dit toi-même, quand elle est à 50%, probablement le VG déjà, il commence à être défaillant. Et quand on les implante sans lever l'obstacle, je pense qu'on crée une situation vraiment très délétère, surtout lorsqu'on les implante avec une stimulation monoventriculaire droite. On crée un asynchronisme qui va altérer la fonction ventriculaire gauche. Donc, il est préférable chez ces patients-là, d'un point de vue purement hémodynamique, d'aller rapidement à un remplacement valvulaire et de profiter, si le remplacement se fait par chirurgie, d'implanter à ce moment-là un stimulateur qui est de plus en plus un stimulateur de resynchronisation. tout à fait. Voilà, je voulais juste rajouter ce… Et si on n'a pas le BAV avant l'intervention, vous pouvez compter sur les cardiologues interventionnels avec le TAVI pour en créer un. Donc, de toute façon, ils vont venir te voir, Najmedine, de toute façon, avant ou après, mais ils vont venir te voir.
Voilà, surtout si le patient a un bloc droit, il faut le rappeler. Oui, à plus forte raison, effectivement. Là, Voilà. oui. D'ailleurs, je vais vous dire un secret. Quand on fait le TAVI, Najmouni est toujours derrière la porte parce que notre interventionnel est très stressé. Il me dit, Dania, il est où ton mari? Dania, il est où ton mari? Donc, il cherche partout. Dès qu'il voit un truc, il faut que Najmouni soit dans les barrages du TAVI tout le temps, tout le temps. Donc, tu as raison. Rachid, si tu as une dernière question avant de conclure. Très bien. Donc, une question pour Aïcha. En cas d'élévation du gradient, mais en fait, en partie due à une augmentation de débit par une fuite aortique associée, alors que la sténose aortique est moyennement serrée. Je n'ai pas bien entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît? En cas d'élévation du gradient transaortique, un gradient élevé supérieur à 40, mais qui est provoqué par l'association d'une fuite aortique. Oui. Quelle attitude adoptes-tu? Est-ce que c'est un RAC sévère ou est-ce qu'on considère qu'il est juste, que le gradient est élevé juste par la fuite aortique associée? Effectivement, la fuite aortique va créer une situation d'hyperdébit. Donc, les gradients vont être majorés en partie par l'existence d'une fuite aortique associée. Donc, dans ces cas-là, qu'il y ait une fuite aortique ou une autre cause de majoration des gradients, il faut faire un calcul de surface aortique et essayer de corréler donc le gradient à la surface pour voir si effectivement ce gradient est dû en grande partie à l'insuffisance aortique ou pas. Donc, moi, je pense que dans des situations, parce que là, le gradient tel qu'il est mentionné à 40, en fait, c'est un gradient pour une sténose aortique isolée, donc monovalvulaire. Et donc, les différents paramètres qu'on vous a proposés ici pour la quantification de la sévérité de la sténose ne s'appliquent pas forcément quand le patient a une autre pathologie valvulaire associée, en l'occurrence une fuite aortique ou une fuite mitrale. Et donc, c'est dans ces cas particuliers où il faut, donc, comme on l'a annoncé pendant les différents topos, il faut faire une approche multiparamétrique et donc ne pas se suffire du gradient de façon isolée pour juger de la sévérité de la sténose aortique. Ceci dit, dans les cas des maladies aortiques, les indications opératoires peuvent être plus ou moins nuancées quand on doit confier le patient au chirurgien. Donc, je pense que l'élévation du gradient en cas de maladie aortique est à juger avec caution et qu'il faut faire d'autres indices de quantification de la sévérité de la sténose. C'est un sujet très… En fait, ce serait le sujet d'un webinaire au complet. Hein. Ça, on parle de la maladie aortique mixte, donc qui associe RAC et insuffisance. Et effectivement, l'augmentation de gradient et le gradient de plus de 40 peut être lié en partie au RAC et en partie à l'augmentation de flux liée à l'insuffisance. Donc, c'est pour ça que, comme Aïcha l'a dit, il faut regarder l'aire valvulaire aortique pour confirmer la sévérité du RAC d'une part, et pour confirmer la sévérité de l'insuffisance, à ce moment-là, regardez le volume de régurgitation et le RO, etc. Ceci étant dit, si on regarde dans les guidelines, ce qu'ils disent pour ce type de patient-là, c'est que si on a un gradient moyen au-dessus de 40 ou une vélocité pic au-dessus de 4 dans une maladie aortique mixte et que le patient est symptomatique, c'est une indication de remplacement, même si le RAC est modéré. Parce qu'en fait, le RAC n'est pas sévère, mais la maladie valvulaire aortique, incluant le RAC et l'insuffisance, est sévère. Parce que quand on a un RAC modéré plus une insuffisance modérée, pour le patient et pour le ventricule et pour les champs cardiaques, c'est un processus qui est sévère. Donc, et finalement, le gradient devient intéressant, ou la vélocité, parce que c'est un marqueur un peu composite des deux entités de la maladie. Et donc, c'est pour ça que les guidelines ont dit, bon, ben, si c'est au-dessus de 40 ou vélocité au-dessus de 4 avec une maladie mixte et que le patient est symptomatique, c'est une indication de classe 1 de RD. Voilà, donc en fait… individuellement, il n'est pas sévère. Oui, en fait, c'est une sténose modérée plus une insuffisance aortique modérée donne une maladie aortique sévère. En fait, on va résumer ça comme ça. Et donc, c'est pour ça que je disais que les indications opératoires étaient plus mitigées, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait proposer une indication opératoire alors
quand bien même les deux pathologies soient modérées. Donc, une insuffisance aortique modérée plus un RAC modéré peut conduire à un remplacement valvulaire aortique et ce n'est pas une aberration. Voilà, je pense sur cette question qui nous rapproche un peu de notre contexte marocain, c'est le rhumatisme. En fait, là, on trouve beaucoup de maladies aortiques. Je pense qu'on va s'arrêter là, Rachid. C'est la dernière question. C'est bon. Ok, C'est bon. je remercie les conférenciers. Merci beaucoup, Monsieur Philippe, Dania, Aïcha, c'était excellent. Merci aussi à l'auditoire. Beaucoup de questions, malheureusement, on ne pouvait pas répondre à tout. Comme proposait M. Philippe, peut-être, pourquoi pas proposer un deuxième webinaire pour la valve aortique. Certainement, il faut penser à ça. Et je passe la parole à Aïcha pour conclure. Merci à tous. Mais écoutez, c'était un vrai plaisir donc, de vous recevoir tous pour ce webinaire sur le rétrécissement aortique. Donc, un vrai plaisir de partager, un vrai plaisir d'échanger, un vrai plaisir de vous écouter. Donc, je remercie tous les orateurs, je remercie l'assistance, je remercie l'audience, tous les présents, en fait, qui ont participé au succès de ce webinaire. Donc, sans l'assistance, sans l'audience, sans les questions, le webinaire n'aurait pas eu un succès qu'il mérite. Donc, merci à tous. Merci à l'ensemble du bureau de la Société marocaine de cardiologie qui a œuvré pour la réalisation de cette thématique. Merci à notre ami Taha qui était aux commandes. Merci au laboratoire Botu de nous avoir permis de nous réunir. Je vais voir un petit peu le programme de la semaine prochaine. Donc là, j'ai sous les yeux le programme publié par l'AMTEL. Donc, je vais vous lire le programme tel qu'il est publié par l'AMCAR. Donc, demain, vous avez rendez-vous mercredi 3 juin pour un webinaire sur les anticoagulants oraux directs. Et puis à 19h, et de façon parallèle, il y a un autre webinaire à 18h sur l'apnée du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil, il y aura notre ami Hassan Belriti, et le webinaire sur les AOD, il y aura nos amis professeur Moustafir et professeur Benis. Par rapport au webinaire suivant, donc le webinaire le jeudi 4 juin, donc l'AMCAR organise un webinaire sur l'insuffisance cardiaque et on aura le plaisir de retrouver notre ami Damia ainsi que les professeurs Adil Souda et le professeur Dani qui va nous venir de Casablanca. Donc, soyez au rendez-vous, soyez au webinaire et quant à moi, je vous dis au revoir et vous donne prochain rendez-vous pour les mardis de la Société marocaine de cardiologie à 19h pour une séance sur la cardiologie interventionnelle. Merci beaucoup, merci pour votre écoute, merci pour votre patience et à très bientôt. Merci Alors, beaucoup. merci beaucoup. Je voudrais juste demander à Philippe, parce qu'après, il va disparaître dans la nature. Est-ce que tu veux bien nous faire un webinaire ici en Arabie Saoudite, s'il te plaît? S'il te plaît. Oh non, Avec plaisir. Voilà, tu restes à Québec, mais tu nous fais en anglais ici pour que les gens comprennent. Non, non, Ne avec profite plaisir. pas de notre plateforme. N'importe quand. Pas de conflit, c'est juste parce que j'ai Philippe en face et c'est très, très difficile de l'avoir. Je suis tout à fait prêt pour un autre webinaire ou même plusieurs autres avec la SMC aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonne soirée. Monsieur Kibaro, ça ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd, comme on dit, et on vous contractera très prochainement pour faire une vraie thématique sur l'insuffisance, sur le rétrécissement aortique et animer plusieurs webinaires. Comme je l'ai dit au début, il n'y a pas un rétrécissement aortique, mais des rétrécissements aortiques, plusieurs thématiques intéressantes à débattre, et ce sera toujours avec un grand plaisir que vous serez parmi nous pour profiter de votre expertise et de votre expérience. Et merci à tous les orateurs pour leur générosité scientifique et leur partage. Merci. 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 Ciao.